Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver et une nouvelle édition de l'Égypte à la une. Lors d'un appel téléphonique dimanche, le président Abdel Fattah al-Sisi et son homologue sud-soudanais Salva Kiir ont déclaré qu'ils étaient prêts à intervenir en tant que médiateurs entre les parties soudanaises au milieu des affrontements en cours entre les forces armées soudanaises et les forces paramilitaires du Soudan du Sud. Au cours de sa conversation téléphonique, les deux dirigeants ont discuté des développements récents au Soudan à la lumière des liens historiques et des relations fraternelles distinguées entre les trois pays et ont appelé à une cessation immédiate des hostilités, a déclaré le porte-parole présidentiel Ahmad Fahmi. Les deux dirigeants ont averti que l'escalade de la violence ne fera qu'aggraver davantage la situation qui pourrait devenir incontournable. Ils ont également exhorté toutes les parties à donner la priorité à la sagesse et au dialogue pacifique et à défendre les intérêts supérieurs du peuple soudanais. De violents affrontements entre l'armée soudanaise et les forces de Soudan rapide, les RSF, ont fait rage dans la capitale Khartoum et ailleurs dans le pays depuis les premières heures de samedi matin. Au moins 56 civils ont été tués, tandis que des dizaines de membres des forces rivales ont été signalés morts dimanche. Le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu mercredi au Caire son homologue émirati Mohammed Ben Zayed. Les deux hommes ont discuté du renforcement de leur coopération bilatérale et de leur engagement à promouvoir la stabilité dans la région. Un reportage. Le président Abdel Fattah al-Sisi et son homologue des Émirats arabes unis, Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, se sont prononcés en faveur du développement de la coopération et de l'approfondissement de la coordination entre les pays arabes, indique un communiqué de la présidence égyptienne publié à l'issue d'une réunion des dirigeants des deux pays mercredi 11 avril au Caire. Au cours des pourparlers, les dirigeants de l'Égypte et des Émirats arabes unis ont échangé de vues sur les questions les plus importantes de l'agenda régional et international, discuté de l'amélioration des mécanismes de coopération bilatérale, notamment lors d'événements majeurs dans la région et sur la scène politique mondiale. Les deux présidents se sont prononcés en faveur du renforcement de la solidarité et de la coordination des États arabes dans le règlement des problèmes croissants à tous les niveaux. Le porte-parole de la présidence égyptienne a déclaré que le président al-Sisi a affirmé la fierté de l'Égypte, gouvernement et peuple, pour ses relations avec les Émirats arabes unis et les liens historiques étroits qui les unissent. Pour sa part, le président Ben Zayed a exprimé l'appréciation de son pays pour l'Égypte, son peuple et ses dirigeants, et le souci constant des Émirats arabes unis de renforcer les relations de coopération fraternelle distinguées entre les deux pays. Les deux présidents ont discuté des moyens de développer des mécanismes et des cadres de coopération conjointe dans tous les domaines au profit des deux peuples, frères, en plus d'une coordination étroite en ce qui concerne les divers développements régionaux à la lumière de la coopération et de la coordination égypto-émirati représentant un pilier fondamental pour consolider la sécurité, la stabilité et le développement dans la région. Selon le porte-parole de la présidence égyptienne, les discussions ont reflété une compréhension mutuelle sur les moyens de traiter les différentes questions. Il a été convenu de continuer à conjuguer les efforts conjoints pour renforcer la coopération, la coordination et la solidarité entre les pays arabes pour faire face aux différents défis croissants à tous les niveaux. La semaine sainte s'est terminée ce dimanche 16 avril 2023 par la célébration de la résurrection du Christ dans les églises orthodoxes. Samedi soir, le pape Tawadros II, patriarche de l'église copte orthodoxe, a présidé la messe de Pâques à la cathédrale de Saint-Marc à Abbassia. Bon, apparemment, le reportage n'est pas prêt. On va passer à un autre reportage et puis on reviendra certainement à celui du pape. L'Égypte célèbre ce lundi 16 avril la fête de Shem an-Nessim, cette fête qui signifie littéralement respirer la brise, et la fête du printemps, systématique
pratiquement férié. C'est le grand pique-nique national où plus de 50 millions d'Égyptiens occupent tous les aspects verts du pays, jardins publics, pelouses, champs, etc. À cette occasion, on mange du fessir ou poisson séché, cru, conservé dans le sel. Chaque année, des centaines de personnes se lancent dans cette bataille. Un reportage. Sham Nessim, qui signifie littéralement respirer la brise, est une fête égyptienne ancienne d'environ 4700 ans, qui tire son nom du terme hiéroglyphe Shemo, annonçant le début de la vie incarnée aux yeux des Égyptiens anciens par le début du printemps, où les premiers bourgeons apparaissent et où la terre se reverdit. Évoquée par le philosophe grec Plutarque comme par l'historien grec Hérodote, cette fête a gardé ses airs depuis le temps de l'Égypte antique. Les Égyptiens contemporains, tout comme Égyptiens de jadis, se rendent aux abords du Nil et dans les lieux où il y a de la verdure et s'offrent pour plat d'honneur les œufs colorés, le poisson salé, les laitues et l'oignon. Selon une œuvre de Plutarque, ces aliments étaient présentés par les Égyptiens anciens en offrande à leurs dieux à l'occasion du festival du printemps et renvoyaient chacun à un symbole. Les œufs symbolisaient le début de la vie en référence au poussin qui éclot d'une matière inerte. Le poisson salé était l'expression de l'attachement des Égyptiens au Nil, d'où proviennent les poissons. L'oignon évoquait la volonté de vivre et de vaincre la mort, et les maladies aient été suspendues au mur des maisons, alors que les laitues a été considérée comme une plante sacrée. Ce jour, bien qu'il soit célébré le premier lundi suivant les Pâques coptes, est perçu comme un festival national fêté par tous les Égyptiens, toutes religions confondues, imprégné d'une ambiance joviale bien à lui. L'Égypte célèbre ce dimanche. On revient donc au reportage du pape. La Semaine sainte s'est terminée ce dimanche 16 avril 2023 par la célébration de la résurrection du Christ dans les églises orthodoxes. Samedi soir, le pape Tawadros II, patriarche de l'église copte orthodoxe, a présidé la messe de Pâques à la cathédrale de Saint-Marc à Abbassiya. Voyons ensemble. L'Égypte célèbre ce dimanche 16 avril 2023 la fête de Pâques dans une ambiance marquant l'unité nationale. Avec Noël, Pâques est certainement la fête la plus importante de l'année pour les chrétiens. Dans la religion chrétienne, Pâques correspond à la résurrection du Christ, 3 jours après sa mort. Le dimanche de Pâques est le grand moment de l'année pour les chrétiens, un jour chômé où l'on assistait à la messe. D'importants dispositifs sécuritaires ont été déployés autour des églises à travers l'Égypte, en prévention de toute tentative de déstabilisation au cours des fêtes. Samedi 15 avril, le pape Tawadros II, patriarche de l'Église copte orthodoxe, a présidé la messe de Pâques à la cathédrale de Saint-Marc à Abbassiya. Des ministres, de hauts responsables d'État ainsi qu'un représentant de la présidence ont assisté à la messe à côté des centaines de fidèles chrétiens. À cette occasion, le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu à féliciter sa sainteté le pape Tawadros II ainsi que la communauté chrétienne pour leur fête. Dans un message publié sur sa page officielle Facebook, le président leur a présenté ses meilleurs vœux, rappelant à cette occasion les préceptes de Jésus guidant l'humanité à la paix et à l'amour. Pour sa part, le pape Tawadros II a remercié le président el-Sisi ainsi que tous les responsables pour leurs félicitations, notamment le Premier ministre et les ministres de la Défense et de l'Intérieur. Le grand imam d'Al-Azhar, Cheikh Ahmad At-Tayyib, le ministre des Waqf et le mufti de la République ont également félicité sa sainteté le pape Tawadros II. La fraternité unissant musulmans et chrétiens en Égypte est un modèle de coexistence, de tolérance et de citoyenneté à suivre partout dans le monde, a affirmé le grand imam d'Al-Azhar. Le pape Tawadros II a lui exprimé sa grande appréciation pour la visite des dignitaires musulmans et de hauts responsables à la cathédrale qui incarne la solidité des relations entre les deux composantes de la société égyptienne, musulmans et chrétiens, qui ont les mêmes droits et les mêmes devoirs.
Passons à présent au canal de Suez. Les recettes générées par les droits de passage du canal de Suez ont augmenté de 35% comparativement à leur niveau de la même période de l'année précédente. Plusieurs facteurs ont contribué à cette forte hausse. Pour 2023, l'Égypte table sur des recettes records de 8,7 milliards de dollars. Voyons ça. Le canal de Suez reste une des sources de devises les plus solides de l'économie égyptienne. Selon l'autorité du canal de Suez, au terme des 3 premiers mois de 2023, les recettes générées par le canal ont augmenté de 35% par rapport à la même période de l'année dernière pour s'établir à 2,3 milliards de dollars. Cette performance est en ligne avec l'objectif des 8,7 milliards de dollars qui s'est fixé l'autorité du canal de Suez pour 2023 contre 7,98 milliards en 2022. Plusieurs facteurs expliquent cette performance. D'abord, il y a confirmation de la reprise de l'économie mondiale qui se traduit par une augmentation de 20% comparativement à la même période de l'année dernière du nombre de navires passant par cette voie maritime. Le canal a enregistré un niveau record de passage de 107 navires transportant 6,3 millions de tonnes de marchandises lors de la seule journée du 13 mars 2023 contre une moyenne quotidienne de 68 navires en 2022. Grâce à ce trafic, le canal s'adjuge plus de 10% du trafic du commerce maritime mondial. Il y a également la révision à la hausse des taxes et autres frais de passage imposés aux navires empruntant ce canal, inauguré en 1869. En février 2022, l'autorité du canal de Suez avait augmenté les droits de passage des navires de 5 à 10%, selon la catégorie de navires. Ainsi, les droits imposés aux navires ont augmenté de 10% pour les pétroliers, 7% pour les méthaniers et 5% pour le reste des cargos. Adoptées en mars, elles ont eu un impact certain sur les recettes engrangées durant le premier trimestre de cette année. En décembre 2022, l'autorité du canal de Suez avait démenti la rumeur selon lesquelles la création du fonds de l'autorité du canal de Suez vise à céder le canal. Et pour mettre fin à cette rumeur et aux inquiétudes suscitées en Égypte par la création de ce fonds, l'autorité du canal de Suez a souligné que l'infrastructure demeurera totalement sous souveraineté égyptienne. Idem pour sa gestion qui sera assurée entièrement par des Égyptiens. Lors d'une conférence de presse à Ismailia, le président de l'autorité du canal de Suez, Oussama Rabia, a insisté sur le fait que le canal ne peut être vendu, loué ou placé en garantie pour un emprunt, ajoutant que l'objectif est de permettre d'investir dans d'immenses projets. D'après les autorités égyptiennes, le fonds de l'autorité du canal de Suez est un fonds spécial destiné à gérer et à utiliser le revenu du canal. Il agira en tant qu'entité juridique indépendante dont le siège est situé dans le gouvernorat d'Ismaïlia. L'objectif de la création d'un fonds détenu par l'autorité du canal de Suez est d'accroître la capacité de l'autorité à contribuer au développement économique durable du canal grâce à une utilisation optimale de ces fonds conformément aux meilleures normes et règles internationales afin de maximiser sa valeur. À présent, on va passer à Siwa et aux lampes de sel, moins célèbres que ceux de l'Himalaya. Les luminaires artisanaux égyptiens sont de plus en plus recherchés par les amateurs de bien-être. La fabrication des lampes de sel dans l'oasis de Siwa à l'ouest de l'Égypte, à environ 600 km du Caire, connaît un bel essor, même s'il n'existe aucune preuve scientifique de leur efficacité. Certains estiment qu'elles sont censées améliorer la santé et l'énergie positive. Voyons ensemble. La fabrication des lampes de sel dans l'oasis de Siwa, à l'ouest de l'Égypte, à environ 600 km du Caire, connaît un bel essor. Même s'il n'existe aucune preuve scientifique de leur efficacité, certains estiment qu'elles sont censées améliorer la santé. Siwa se trouve au centre d'une chaîne de petites oasis située au sein de la dépression de Qattara, en bordure du désert libéen. Elle a été rendue fertile par le jaillissement de centaines de sources provenant de nappes souterraines. 3 grands lacs salés l'entourent. L'industrie des lampes à sel s'y développe depuis plusieurs années, grâce à leur popularité grandissante dans le monde. Leur beauté et leur lumière douce et chaude fait l'unanimité. Pour fabriquer ces lampes,
les artisans recueillent le sel de roche. Le lac de Siwa est considéré comme l'un des plus importants lieux de guérison naturelle fréquentés par des personnes du monde entier. La roche est découpée à l'aide d'une scie lourde pour créer de petites briques ou des tuiles pour l'habitat. Les morceaux restants servent à tailler manuellement des meubles et des objets de décoration sur mesure. L'un des attraits de ces lampes est aussi leur effet supposé sur la santé. Beaucoup de personnes considèrent que les lampes à sel possèdent des vertus thérapeutiques particulières. Cet effet serait obtenu grâce au sel, qui est une substance hygroscopique. Il absorbe l'humidité de l'air et atténue ainsi les allergies respiratoires et l'asthme. Ces lampes permettraient aussi de neutraliser les rayonnements électromagnétiques et d'améliorer la qualité du sommeil. À présent, on va passer au monastère de Saint-Simon au Caire. Le monastère de Saint-Simon est un monument archéologique distingué dans le gouvernorat du Caire, en particulier dans la région de Muqattam. Il se caractérise par un beau caractère architectural, car la façade devant le monastère à 2 dômes contient un grand panneau et avec des dessins religieux du Christ. Et il y a même une église unique construite dans la cavité intérieure de la montagne, près de la grotte de Saint-Simon, où est enterré. La région est une destination pour les touristes et les habitants qui viennent prier, explorer l'endroit et prendre des photos comme souvenir. Saint-Simon le tanneur était un artisan qui a vécu au Xe siècle. Son monastère est considéré comme l'une des choses à faire au Caire. L'utilisation du grotte préexistante et de la pente qui menait au monastère, situé dans la région de Muqattam, au gouvernorat du Caire, peut accueillir 20 000 personnes autour d'une chaire centrale. Diverses grottes ont également été formées en espaces d'églises séparés. Toutes ont été liées pour créer un immense complexe chrétien au cœur de la ville des éboueurs. Des centaines de milliers de personnes font le pèlerinage chaque année au monastère. L'église dédiée à Saint-Simon est l'un des plus rares chefs-d'œuvre architecturaux sculptés au cœur du mont Muqattam, car elle allie la beauté de la nature à une architecture originale. Elle est devenue une attraction touristique majeure, avec une capacité de 20 000 personnes et compte 76 images enregistrées sur les murs. Une fois que vous entrez dans la montagne de Muqattam et que vous approchez de la région d'Abaguia, vos yeux vous mèneront vers l'un des artefacts architecturaux les plus rares sculptés au cœur de cette montagne et l'un des signes créatifs de la montagne. Le monastère se caractérise par un beau caractère architectural. La façade avant du monastère a 2 dômes et contient un grand panneau avec des dessins religieux du Christ. Dans la cavité intérieure de la montagne, près de la grotte où Saint-Simon est enterré, dans la cavité intérieure de la montagne, près de la grotte où Saint-Simon est enterré, la région est une destination pour les touristes et les habitants qui viennent prier, explorer l'endroit et prendre des photos commémoratives. Passons au temple de Dandara, établi à une soixantaine de kilomètres au nord de la ville de Luxor, sur la rive occidentale du Nil. Le complexe de temple de Dandara est un petit monde hors du temps qui conserve des vestiges datant de l'époque de la création de la pyramide de Khéops. Voyons ensemble. Le temple de Dendera est considéré comme l'un des temples les mieux préservés d'Égypte. Il se situe au sud-est de la ville de Dendera sur la rive occidentale du Nil, à 60 km au nord de Luxor. Entouré d'un mur en briques de terre crue, le complexe s'étend au total sur 40 000 mètres carrés. À partir de 380 avant Jésus-Christ, le temple fut dédié à Hathor, la déesse de l'amour, de la joie et de la beauté.
Il était précédemment connu sous le nom de Château du Sistre ou Maison d'Hathor. Le superbe temple d'Hathor est considéré comme l'ouvrage le plus grand et impressionnant du complexe religieux. Ce dernier comprend en outre le temple de la naissance d'Isis, le lac sacré, le sanatorium, le mammici de Nectanebo II, la basilique chrétienne, le mammici roman, les portes de Domitien et Trajan, le temple de Braque et le kiosque roman. Les recherches ont démontré que le site a été bâti à l'origine par le pharaon Pépi, environ 2250 avant Jésus-Christ, de la 18e dynastie, environ 1500 avant Jésus-Christ. Cependant, l'ouvrage le plus ancien subsistant aujourd'hui au sein du complexe est le mammici de Nectanebo II, le dernier pharaon natif, de 360 à 343 avant Jésus-Christ. Le temple d'Hathor était appelé temple de Tantira. Restauré pendant l'Empire du Milieu, sa structure actuelle date toutefois du règne de Ptolémée XII et Cléopâtre VII, vers la fin de l'Empire ptolémaïque. La face extérieure des murs de l'un des temples présente un énorme relief sculpté de Cléopâtre VII et Césarion, son fils né de Jules César. Des ajouts ont été effectués par la suite jusqu'à l'époque de l'Empire romain et le mammici, la maison natale romain, bien que construit par Néron, demeure attribué à l'empereur romain Trajan. Bâtie au cours du 5e siècle avant Jésus-Christ, la basilique chrétienne constitue un bon exemple de l'architecture des débuts de l'église copte. Bien qu'Hathor était également déesse de la guérison, Dendera fut toujours associée à cette qualité par les voyageurs et les pèlerins en quête du traitement de leurs maladies et de la bénédiction des dieux. Passons au parc national de Wadi El Gemel. Explorez avec nous le parc national de Wadi El Gemel, situé à environ 45 km au sud de Marsa Alam, une zone désertique avec un écosystème assez vert et fortement végétalisé, abritant de nombreux animaux rares et menacés. La zone a été désignée parc national par l'Agence égyptienne des affaires environnementales en janvier 2003. Le parc national de Wadi El Gemal, ou la vallée des chameaux, est situé dans la partie sud-est de l'Égypte, le long du littoral de la mer Rouge. Le parc total couvre une superficie de 7450 km², créant l'un des plus grands oueds d'Égypte. Le parc national est divisé en parties terrestres et en parties maritimes. La terre représente la plus grande partie à 4770 km², tandis que la mer ajoute les 2100 km² de la zone protégée. Même si la partie aquatique du parc est plus petite, elle protège une plus grande quantité de diversité et d'unicité. Il existe plus de 450 espèces de coraux et plus de 1200 espèces de poissons protégées dans la partie mer Rouge du parc national. La partie terrestre du parc ajoute une importance historique et culturelle aux merveilles naturelles qui font partie de l'habitat et de l'écosystème du littoral. Le site du patrimoine mondial de l'UNESCO met en valeur l'art rupestre préhistorique, les ruines ptolémaïques et les ruines de l'Empire romain. L'Égypte ancienne se retrouve dans tout le parc de différentes manières. La terre comprend également 5 îles distinctes qui servent de lieu de reproduction à l'écosystème marin. L'une des îles est l'île Wadi El Gemal, homonyme du parc. 13 espèces d'oiseaux utilisent ces îles pour nicher. Les herbiers entourant les îles et les zones du récif corallien constituent un excellent habitat pour le dugong en voie de disparition et la tortue verte. Le littoral abrite également des mangroves qui s'ajoutent à l'écosystème, qui soutient les espèces du dugong et d'oiseaux qui s'attaquent aux arbres. La principale faune de la région se concentre sur la gazelle de Dorsa et le bouquetin de Nubie, tandis que d'autres espèces comprennent le chameau,
le hyrax et l'Inde sauvage. La majorité de la faune, en nombre et en diversité, se trouve dans les écosystèmes marins du parc. Et terminons par une destination populaire auprès des amateurs d'histoire qui est l'Égypte. Mais l'Égypte est aussi un endroit parfait pour un séjour, plage en tout confort, de magnifiques plages et des stations balnéaires de luxe décorent la côte de la mer Rouge, invitant les voyageurs à découvrir les fonds marins colorés de cette région. Voici notre sélection des plus belles plages et stations balnéaires pour un séjour détendu en Égypte et je vous laisse en compagnie de cette tournée. Au revoir. Sharm el-Sheikh. Sharm el-Sheikh est sûrement la station balnéaire la plus populaire d'Égypte et du Sinaï. Située entre la mer Rouge, le golfe de Suez et le golfe d'Aqaba, elle offre des paysages splendides et est surtout connue pour la richesse de sa faune et de sa flore sous-marine. Son eau bleue turquoise abrite des coraux de toutes les couleurs et de magnifiques animaux. C'est l'un des plus beaux endroits du monde pour la plongée. Sharm el-Sheikh est très bien équipé pour accueillir les voyageurs en tout confort et luxe, avec ses hôtels étoilés, ses parcs et piscines, ses excursions, ses activités et sa vie nocturne animée. Il Gouna. Pour un séjour luxueux près de la mer Rouge, rien de tel que la station d'El Gouna avec son service 5 étoiles. De grands hôtels proposant toutes sortes d'activités. Sorties en bateau, plongée, surf, massage, spa, occupent des îlots entourés de lagunes chaudes et de plages blanches. C'est le paysage typique des cartes postales paradisiaques, idéal pour une remise en forme. Safaga. Pour un séjour en famille, la station balnéaire de Safaga est un très bon choix. Cette ville portuaire propose une multitude d'activités aux voyageurs. Du quad dans ses dunes de sable noir, du surf ou encore de la plongée. C'est un endroit très intéressant d'un point de vue historique. Ici, puisqu'on peut y visiter des ruines romaines ainsi que des épaves légendaires. Makati Bay. Pour un séjour sportif, rendez-vous plutôt à Makati Bay. Cette ville au bord de la mer Rouge promet un séjour haut en émotions, avec son immense aquapark, son golfe de 18 trous et ses excursions dans le désert, sans oublier toutes les activités nautiques du Sinaï. Nuweiba. Nuweiba est la station balnéaire idéale pour les amoureux de la nature. Située à proximité du parc national Ras Abu Ghaloum, elle a gardé un charme naturel qui se fait rare près de la mer Rouge. Ces paysages extraordinaires colorés de rouge et de brun permettent de partir en randonnée dans des canyons ou à l'exploration de nombreuses grottes. Nuweiba est surtout connue pour sa plage Ras Shaitan, où les seules constructions sont de petites huttes en bois traditionnel. Taba. Si vous cherchez de la tranquillité, évitez les grandes stations balnéaires citées ci-dessus. Il faudra mieux se rendre à Taba sur le golfe d'Aqaba. Cette petite ville reste à l'abri du tourisme de masse et de luxe et convient parfaitement aux aventuriers. On y trouve aussi de magnifiques plages comme Zefchort, une cirque sauvage donnant sur une mer turquoise. Et enfin, Ras Abu Ghaloum. La plage de Ras Abu Ghaloum est sans hésiter l'une des plus belles d'Égypte. Complètement sauvage, elle n'est accessible qu'à pied ou à chameau et se tient loin de toute construction en béton. À proximité, on trouve seulement un village traditionnel de Bédouins, un bon lieu d'ailleurs pour s'immerger dans la culture de ce peuple semi-nomade. La mer transparente invite à la baignade et à la plongée et permet de séjourner en toute tranquillité.